All right. Well, I think we will get started here today. I am Je pense que nous allons commencer directement. J'ai le plaisir de me présenter, de présenter tous les collègues qui ont participé à cette recherche. Je suis Marissa Lenchi, je travaille avec Accountability Council. Notre but est d'amplifier la voix de toutes les communautés qui travaillent et qui œuvrent dans ce domaine et qui sont affectées par les différentes stratégies adoptées dans le domaine du climat, entre autres. Le but est de permettre davantage de redevabilité et de responsabilité. Mes collègues Samer Arabi, qui est directeur de recherche et chercheur associé, ainsi que mes autres collègues d'Accountability Council sont présents là parmi nous. Amy également est présente parmi nous aujourd'hui d'Arab Watch Coalition. Bonjour tout le monde, je vous remercie de vous joindre à cette réunion. J'ai vraiment l'honneur et le plaisir de vous présenter les résultats et les recommandations de cette recherche. Je suis Amy Ekdawi, co-directrice d'Arab Watch Coalition. Je travaille depuis Washington, D.C. Je travaille dans ce domaine depuis 2007. Je travaille avec Arab Watch Coalition en particulier depuis son lancement en 2018. Mes collègues Shirin Talat est également présente là parmi nous, co-directrice dans la région. Emna également. Emna est basée en Tunisie. Je vous remercie et nous avons hâte de discuter de ce sujet avec vous. Merci, Amy. Nous vous remercions de participer à ce webinaire. Nous avons des participants des 4 coins du monde et nous sommes vraiment très excités à l'idée de pouvoir discuter de ce sujet avec vous. Lors de cette réunion, nous allons parler des barrières et des obstacles qui entravent la redevabilité, la comptabilité par les communautés dans la région MENA. Je vais commencer par parler de notre recherche, l'analyse effectuée, avant de passer aux résultats que nous avons remarqués, notamment lors de nos entretiens avec les groupes de la région. Ensuite, je vais donner la parole à Amy, qui va parler des obstacles auxquels les communautés et les groupes de la société font face, notamment pour ce qui est des mécanismes indépendants de redevabilité. Ensuite, nous allons donner la parole à Ajia El-Gerzaoui, Rajia El-Gerzaoui, qui va parler également de son expérience en Égypte. Nous allons ensuite conclure les présentations avec quelques recommandations conçues pour surmonter les obstacles relatifs à la redevabilité. Nous allons ensuite, lors du temps qui nous reste, ouvrir le débat avec les participants. Je vous demande tous et toutes de fermer vos micros. Nous allons ensuite, lors de la section de questions-réponses, collecter toutes les questions et tous les commentaires des participants. Vous pouvez également utiliser la case discussion et la case de questions-réponses pour soit formuler vos commentaires, soit rédiger vos questions. Nous allons enregistrer les présentations et nous allons publier les vidéos sur notre site web. La séance de discussion sera enregistrée également pour les buts de suivi interne et pour pouvoir prendre note de tout ce que vous êtes en train de dire pour que nous puissions effectuer le suivi convenable après même la fin de ce webinaire. Notre recherche met l'accent sur les plaintes relatives aux plaintes concernant les projets de développement sur le plan international. Ces projets sont supposés porter profit aux communautés locales en soutenant la vie des communautés locales, mais pour un grand nombre de projets, les risques de préjudice sont grands et parfois les personnes ne peuvent pas avoir accès aux remèdes, aux compensations. Et donc, parfois, les gouvernements font prévaloir les grandes compagnies au bénéfice, au profit
des citoyens, les mécanismes indépendants de redevabilité liés aux institutions financières internationales offrent aux communautés la possibilité de faire état des griefs en relation avec les projets financés par ces institutions. À travers le monde, plus de 1600 plaintes ont été déposées auprès de différentes institutions. Ces IAM sont souvent les derniers et les uniques recours à disposition des communautés qui font face aux préjudices causés par les projets de développement. Ils jouent un rôle important en assurant aux communautés qu'elles aient leur voix et leur mot à dire dans les décisions de développement qui les concernent. Quand nous avons regardé la distribution dans la région concernant les plaintes, nous avons remarqué que la région MENA compte le plus petit nombre absolu de plaintes comparé à toutes les autres régions. La région MENA comprend près de 70 plaintes à peu près, bien en dessous de la moyenne dans le monde, à travers le monde et dans les autres régions. Nous avons voulu pourquoi, la raison derrière ce taux assez élevé, assez bas de plaintes déposées. Nous avons tenté dans notre recherche de voir les causes de cela. Nous avons remarqué que le nombre de projets autour desquels des plaintes ont été déposées sont assez bas, est assez bas. Donc, dans la région MENA, nous avons le taux le moins élevé de plaintes déposées contre ces projets. Dans la région MENA, 2 ou 3 plaintes uniquement ont été traitées et des remèdes ont été retrouvés. Donc, des taux beaucoup moins élevés que dans toutes les autres régions du monde. Bien sûr, taux de plaintes et de remèdes ne sont peut-être pas très élevés à travers le monde, mais il va sans dire que dans la région MENA en particulier, les taux sont beaucoup moins élevés qu'ailleurs. Nous savons qu'à travers le monde, moins qu'une complainte sur 5 reçoivent des remèdes, si nous pouvons le dire, et près de 13% en général des plaintes aboutissent à un résultat après la procédure de dépôt de plainte. Donc, le volume des plaintes ayant débouché sur des résultats des suites de la procédure de plainte est très faible partout. À l'échelle mondiale, moins d'une plainte sur 5, voire 18%, se termine par un accord ou par la publication d'un rapport de conformité. Et 13% seulement, comme je viens de le dire, des plaintes aboutissent à un résultat après cette procédure. Nous avons remarqué également que dans la région MENA, seuls 33 des plaintes et des examens de conformité produisent un rapport avec un taux de non-conformité constaté de 66 comparé à 82 de tous les examens de conformité qui aboutissent à un rapport public de conformité et 83 des rapports qui contiennent des conclusions de non-conformité. Afin de comprendre ces fossés, notamment dans la région, et pour comprendre les expériences des communautés, notamment dans la région, pour comprendre également les obstacles auxquels les organisations font face. Nous avons parlé à une dizaine d'OSC concernant leurs expériences avec les AM dans la région. Nous avons remarqué que les résultats étaient vraiment très touchants. Plusieurs organisations avaient parlé des différentes mesures prises à leur égard, notamment des mesures de représailles, notamment pour ce qui est des organisations qui ont déjà déposé des plaintes. Et à chaque fois que nous posons la question aux organisations si jamais elles déposeront d'autres plaintes à l'avenir, leur réponse était non. Donc, à cause des représailles et des actes de représailles
de la part de différentes entités. Il est très important de pouvoir soutenir toutes les entités qui en ont besoin pour pouvoir déposer leurs plaintes. Les personnes avec lesquelles nous sommes entretenus avaient parlé de l'importance de la balance des forces, si nous pouvons le dire, et de l'équilibre des forces qui avait beaucoup d'impact sur les plaintes déposées. Il y avait également plusieurs limites qui ont été formulées. Ces limites existent partout, peut-être dans le monde, non pas seulement dans la région MENA, mais dans cette région, les limitations étaient beaucoup plus considérables qu'ailleurs. Il existe par exemple des sociétés civiles assez faibles, une instabilité politique, des risques de représailles assez élevés. Voilà donc ce qui entrave parfois le dépôt des plaintes. Le contexte socio-économique dans la région a opprimé, si nous pouvons le dire, la société civile, la peur des représailles est largement répandue dans la région et fait obstacle au dépôt de plaintes par les communautés, par les populations affectées et même par les tiers défenseurs des droits de ces personnes. Il était clair que plusieurs sociétés civiles, organisations, associations et entités avaient peur des représailles et des personnes qui sont plutôt influentes. J'avais parlé déjà des représailles dont beaucoup de personnes ont peur de ces représailles, notamment les personnes, les entités et les organisations qui avaient déjà déposé des plaintes et contre qui il y avait des représailles. Le risque élevé de représailles a empêché le dépôt de plaintes dans la région MENA. Donc, il est probable que des préjudices se produisent encore, mais ils ne sont pas signalés, ce qui explique le faible nombre de plaintes dans la région. Il était clair également qu'à cause de cette répression de la société civile, les organisations de la société civile ont très peu de capacité de déposer officiellement une plainte. Et très peu d'OSC peuvent opérer librement dans la région et peuvent soutenir ceux qui veulent déposer les plaintes, même lorsque ces OSC demandent à obtenir des documentations officielles pour l'enregistrement, elles font face à plusieurs obstacles. Toutes les organisations avec lesquelles nous avons parlé avaient parlé du temps et des coûts associés au dépôt des plaintes. Tout le monde a parlé également des financements qui sont assez limités, ce qui a empêché les groupes de redéposer des plaintes et de relancer ce processus. Je vais parler maintenant la parole à Amy pour partager son expérience concernant les obstacles et concernant l'analyse des résultats. Merci, Marissa. Avant de commencer, je voudrais parler de l'interprétation. L'interprétation est disponible en arabe. Donc, vous pouvez directement cliquer sur le globe terrestre pour accéder à l'interprétation en arabe, en français ou en anglais. Marissa avait parlé des différents obstacles qui empêchent, le dépôt des plaintes. Je vais commencer par parler des communautés. Les communautés ne savent pas qui est en train de financer le projet et ne savent pas comment déposer des plaintes. Parfois, des projets sont mis en œuvre, mais les personnes ne savent pas qui est en train de financer le projet et ne savent pas comment déposer les plaintes. Donc, l'une des communautés, par exemple, avait pensé que l'un des projets avait pensé que l'un des projets appliqués dans la communauté était un projet financé par l'une des banques commerciales de la région. Il s'est avéré que c'est la Banque mondiale qui était en train de mettre en œuvre ce projet. Les personnes en charge du projet avaient promis de parler de ce sujet avec les personnes concernées et de relancer l'affaire auprès de la communauté, mais rien n'a eu lieu. Et là,
Apparemment, les communautés affectées parfois ne savent pas qui est en train de financer les projets parce qu'il n'y a pas de pancarte à côté des projets qui montrent clairement qui est le bailleur de fonds. Et si jamais ces personnes-là savent qui finance le projet, elles ne savent pas comment contacter les organisations qui peuvent les aider ou parfois les personnes en charge du projet. Ces personnes ne savent même pas qu'elles peuvent déposer des plaintes. Et voilà le cercle vicieux. Le cercle vicieux, tout comme les agriculteurs dans la communauté locale qui pensaient que le projet qui était mis en œuvre à côté de leur communauté était un projet mis en œuvre par la Banque commerciale, alors qu'il s'est avéré que c'était la Banque mondiale. Eh bien, cela a lieu dans beaucoup de dans beaucoup de cas, les personnes qui ont des plaintes à déposer ne savent même pas qu'il y a un processus de dépôt de plainte et ne savent pas parfois qui est la personne, qui est la partie contre lesquelles déposer des plaintes. Donc, plusieurs obstacles entravent le dépôt des plaintes. Parfois, c'est le temps qui manque, parfois, c'est l'argent qui manque, mais parfois, les personnes prennent le risque, investissent le temps et les ressources financières et physiques, et malgré tout, leurs efforts n'aboutissent pas toujours. Les communautés ont parfois peur des représailles et c'est pourquoi les personnes concernées veulent s'assurer qu'il vaut bien la peine, que les choses valent bien la peine de déposer une plainte parce que beaucoup de personnes ont peur des représailles. Pour ce qui est des OSC, il est très important que les organisations de la société civile soutiennent les personnes concernées parce que les personnes à elles seules ne peuvent rien faire. Les OSC ont également des ressources limitées, d'où les limites de leur travail. Lorsque nous parlons des capacités de la société civile dans la région, il ne s'agit pas uniquement de la capacité de faire les choses, mais plutôt du fait de ne pas avoir les ressources convenables. Les OSC n'ont peut-être pas les ressources financières, matérielles pour avoir une personne qui travaille sur le projet, sur cela. Et ces organisations sont parfois esquintées par leur travail quotidien, par le fait qu'elles ont à peine un peu de marge de manœuvre pour pouvoir travailler dans cette région, dans la région MENA notamment. Donc, cela a besoin d'engagement vraiment de ressources financières et de calcul de risques et de coûts et de profits. Nous avons plusieurs exemples dans le passé de plaintes qui n'avaient pas vraiment abouti à de bons résultats, si nous pouvons le dire. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que les personnes prendront ce risque et investiront leur temps et leur argent alors que leurs plaintes n'aboutiront pas? Pourquoi les personnes accepteraient de prendre les risques si elles ne sont pas sûres des résultats, tout simplement? En outre, il y a l'obstacle culturel. Dans la région, la majorité du temps, dans la majorité des cas et la majorité des IFI jouent le rôle de bouc émissaire, nous pouvons le dire, pour le régime. Parfois, la faute est au régime, au gouvernement. Les IFI n'ont parfois rien à voir avec ces erreurs, mais ces entités jouent le rôle de bouc émissaire, ces institutions jouent le rôle de bouc émissaire à cause de la force des régimes dans la région et des gouvernements et de la faiblesse des communautés. Donc, les IFI acceptent de jouer ce rôle de bouc émissaire parce que pour elles, ce sont les régimes qui comptent et non pas les communautés. En outre, parfois, nous avons des projets qui sont mis en œuvre par des entités affiliées aux IFI et ces entités n'ont vraiment pas la confiance des organisations de la société civile. C'est pourquoi nous avons besoin d'OSC pour aider les personnes à déposer leurs plaintes, des OSC qui pourront dire clairement aux personnes qu'elles ne seront jamais considérées comme étant des traîtres si elles déposent des plaintes. Il faut également sensibiliser les personnes, le public, à l'importance de déposer des plaintes, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'exemples encourageants dans la région. En outre,
Dans la majorité des cas, pour ce qui est des plaintes, nous devons regarder les résultats. Pourquoi est-ce que ces plaintes n'aboutissent pas? Pourquoi les résultats sont négatifs? Négatifs, tout d'abord, les procédures sont longues, lentes, mais les choses sont très politisées. Donc, si nous avons plusieurs plaintes qui sont déposées, disons, parmi les 7 plaintes déposées auprès de la Banque mondiale, 5 ont été considérées éligibles, mais aucune de ces plaintes déposées n'a fait l'objet d'une révision de conformité, si nous pouvons le dire. Donc, autre obstacle, la barrière de la langue, de la culture, le manque de ressources financières, l'absence d'exemples réussis. J'ai quelques expériences avec plusieurs mécanismes de conformité dans la région et après avoir passé en revue tous les mécanismes, j'ai commencé à parler aux gens, au fait, au moins, j'ai arrêté d'encourager les gens à déposer les plaintes pour ne pas leur donner de faux espoirs, honnêtement. Si jamais les personnes s'adressent à moi, je pourrais leur dire quoi faire, mais au fait, j'ai arrêté d'encourager les gens de mon propre gré d'aller déposer les plaintes. Nous donnons la parole maintenant à Rajia, qui va parler de son expérience en Égypte, le projet d'une compagnie de ciment en Égypte. Je vais parler en arabe, alors j'espère que vous m'entendez bien. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour vos efforts et de vous remercier pour cette opportunité. Je vais être brève parce que j'ai beaucoup à dire. Nous avons passé 6 ou 7 ans en attendant cette plainte. Tout comme Amy vient de le dire, nous avons déposé une plainte. C'est elle qui nous a dit quoi faire. Nous ne savions rien des plaintes, mais nous avons déposé une plainte contre le PDG d'une compagnie de ciment en Alexandrie, une entreprise donc qui a été bâtie à près de 10 mètres d'une zone résidentielle, d'une région résidentielle. Plusieurs organisations, autres organisations avaient travaillé sur ce sujet, d'autres OSC et les membres de la communauté locale s'étaient organisés pour lever la voix et pour déposer des plaintes contre cette cimenterie. Nous avons accumulé les connaissances, les informations et les données. Et lorsque nous avons parlé à Amy de ce sujet, elle nous avait parlé de la possibilité de déposer une plainte auprès du PDG. Nous avons pensé alors que ce sera vraiment la solution qui nous aidera à obtenir justice parce que les mécanismes de dépôt de plainte au niveau local n'étaient pas très encourageants. Nous avons déposé la plainte le 15 avril. Au cours de la même année, au mois de juillet, une délégation d'évaluation a visité les lieux. Une évaluation a été effectuée et des négociations ont été effectuées. La cimenterie a refusé les négociations. La plainte a été transférée au département de conformité en 2016. De 2016 jusqu'en 2021, la plainte est restée dans le département de conformité. Un rapport initial a montré que nous avions besoin davantage d'analyse et d'investigation. Ensuite, après la première visite d'enquête, les choses ont pris près de 4 ou 5 ans avant qu'un rapport ne soit publié. La plainte déposée était relative au côté environnemental, mais également aux droits des travailleurs et des ouvriers. Les résultats du rapport
ont montré que le département de conformité ont revu les documentations, les permis obtenus, les émissions de gaz, l'impact sur la santé, les conditions de travail, la sécurité et la sûreté sur le lieu du travail et la relation avec la communauté. Pour ce qui est de la partie relative au climat, le rapport n'a pas mis l'accent assez sur l'activité de la cimenterie en tant que telle. Au fait, les enquêtes effectuées ont mis l'accent sur l'étude environnementale avant le projet, après le projet. Avant le contrat, l'entreprise, donc la compagnie, n'avait pas obtenu toutes les documentations nécessaires. Les émissions étaient 6 fois plus élevées que le taux accepté. Et malgré les différentes tentatives d'amélioration de la performance environnementale, 4 ou 5 ans se sont écoulés avant de réduire les émissions. Mais l'aspect positif du rapport est donc les parties relatives aux mesures effectuées par cette cimenterie. Les mesures ne sont pas scientifiques. Les prélèvements sont effectués dans des lieux qui ne sont pas propices. Donc, pour pouvoir mesurer la qualité de l'air, les équipements de mesure de la qualité de l'air étaient déposés à l'intérieur, très, très près de la cimenterie et à un niveau plutôt proche du terrain, ce qui nous montre pas vraiment la concentration des émissions dans l'air, parce que nous avions besoin de placer ces unités, ces équipements de mesure un peu plus loin et de façon un peu plus élevée. En tout cas, pour ce qui est également du nombre de travailleurs et d'ouvriers, il est apparu également qu'il y avait plutôt des discriminations contre les ouvriers à temps partiel. Les ouvriers et les employés n'avaient pas le droit de s'organiser. Ces employés et ces ouvriers avaient tenté d'organiser des manifestations, mais ces manifestations ont été réprimées. La police a également lancé plusieurs attaques contre les ouvriers et les employés. Plusieurs personnes attaquées par la police ont dû vivre avec un handicap permanent. Même pour ce qui est de la sûreté et de la sécurité professionnelle, les documentations n'étaient pas claires, les conditions n'étaient pas des meilleures, mais malgré tout cela, les mesures étaient toujours laxistes. Il n'y avait vraiment pas de sérieux dans la mise en œuvre des mesures adéquates ou dans la suspension du contrat, tout simplement. Pour ne pas rentrer dans davantage de détails, je voudrais vous dire que ce qui était vraiment gênant, c'est le rapport de l'institution de l'IFI. Le rapport des enquêteurs ont montré beaucoup de failles, beaucoup de problèmes et quelques solutions ont été proposées. La riposte ou la réponse dans le rapport de l'IFI comprenait seulement 6 parties, donc 6 points. Le rapport a parlé tout simplement de la politique et de la nécessité de divulgation, divulguer les informations pour communiquer clairement avec la société, les organisations de la société civile ou la communauté locale. Une autre recommandation était liée également à l'IFI. L'IFI était supposé revoir les procédures mises en œuvre par le projet. Donc, il y avait d'autres recommandations, entre autres, mais ces recommandations n'ont pas été respectées. L'IFI avait également suspendu, avant même la fin de l'enquête, ces investissements. Donc, maintenant,
Nous ne pouvons bien sûr pas obliger la compagnie ou l'entreprise à faire quoi que ce soit, mais nous devons plutôt les convaincre de mettre en œuvre ces 6 recommandations. C'est ce que les IFI avaient dit. Mais malheureusement, même le rapport du bureau de l'enquêteur et malgré le fait que le rapport a parlé du droit, des droits en général des ouvriers et des employés qui n'étaient pas respectés, mais le rapport n'a pas inclus des clauses relatives aux droits des travailleurs et des employés. Donc, très surprenant. Donc, les conclusions pour moi sont les suivantes. Le mécanisme en tant que tel n'est pas connu par tous. Il est assez difficile d'avoir accès au mécanisme. Nous avions peut-être besoin d'accumuler des informations, de collecter des informations de partout pour pouvoir comprendre vraiment ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons le faire. Les choses peuvent prendre beaucoup de temps également et cela met les personnes en danger. En danger. Les personnes ont peur des représailles, très honnêtement. Et en fin de compte, le rapport n'est pas contraignant. Si l'IFI refuse de reconnaître l'un l'une des parties du rapport, par exemple, et des recommandations du bureau de l'enquêteur, nous ne pourrions rien faire. Et voilà pourquoi le bureau de l'enquêteur se transforme comme en un mécanisme interne pour l'IFI, pour réformer de façon interne leur système, parce que rien n'est contraignant. Personne ne peut obliger l'IFI à adopter des plans de riposte. Autre remarque également, il n'existe vraiment pas de compensation ou d'indemnisation des dommages. Je suis sûre que je ne répéterai jamais cette même expérience à l'avenir. Après la publication du rapport, nous avons contacté les avocats avec lesquels nous travaillons et ils avaient parlé des recommandations du PDG et si l'IFI n'accepte pas ces recommandations, ces dernières ne seront même pas publiées dans le rapport. Donc, si l'IFI ne mettra pas en place et n'acceptera pas d'appliquer les recommandations, à quoi bon donc? Pourquoi endurer tout cela? La personne même qui doit trancher ce litige et la personne qui est concernée par la mise en œuvre des recommandations. Nous savons par exemple que plusieurs rapports ont parlé du taux assez élevé des émissions, mais rien n'a été fait pour remédier à cela. Reste à voir comment est-ce que ces mesures ont été effectuées. Malheureusement, les gens n'ont pas pu obtenir remède et n'ont pas été indemnisés pour tous ces dommages. Quelques ouvriers ont été détenus, ont été arrêtés. Plusieurs ouvriers ont perdu leur emploi, leur travail. Leurs familles ont été affectées. Plusieurs ouvriers ont été accusés de terrorisme et d'atteinte à la sécurité et à la sûreté publique. Heureusement qu'ils ont été libérés ensuite. Je me rappelle d'autres choses maintenant. L'attitude des
employés au sein de l'IFI, des IFI en général. Lorsqu'une plainte a été déposée contre cette cimenterie, ces employés pensaient que les motifs derrière ces plaintes étaient politiques. Donc, c'était la révolution, la période post-révolution, toutes les personnes étaient énervées, étaient en colère, et les employés de l'FI avaient tout d'abord cru en ce que la cimenterie avait dit. Donc, les personnes qui travaillent, donc les employés qui travaillent avec l'IFI n'avaient pas directement cru les personnes qui avaient déposé leur plainte parce que ces personnes avaient considéré qu'il se peut que des plaintes soient déposées pour des buts politiques ou qu'il y avait des motifs politiques derrière leurs plaintes. Et ces employés avaient eu tendance directement à croire la cimenterie, plutôt l'usine, donc plutôt que les ouvriers. Donc, je pense qu'il devrait y avoir un changement d'attitude de la part de cette IFI. Euh, il est très important. Donc, de d'avoir davantage de transparence, davantage de redevabilité. Merci, Rajia. Je voudrais poursuivre. L'IFI et son modèle d'investissement participent au capital. Lorsque Raghia a parlé du fait de retirer les investissements, cela ne veut pas dire que c'était une sanction contre l'usine, mais plutôt qu'ils avaient participé au capital de Titan et ensuite, lorsque les personnes se sont soulevées contre l'usine et après le rapport et le brouillon du rapport a été publié, ils ont décidé de vendre leur part à Titan. Et voilà comment cette compagnie a réussi à récupérer toutes ses parts de la société. C'est la société mère, donc Titan, qui a récupéré toutes ses parts. Et tous ses stocks. Une plainte a été déposée contre Titan, la cimenterie donc en Égypte. Une plainte déposée depuis 2017 à Beni Suef. Le rapport n'a toujours pas été publié après plus de 5 ans. Le rapport n'a pas été publié et les personnes qui ont déposé leur plainte et tous ceux qui les ont aidés ne sont vraiment plus intéressés par cette plainte après toutes ces années. Hi, I'm Emma, and I am also a research associate at Accountability Council. I'll just talk you through some of our recommendations today. Je vais parler de quelques-unes de nos recommandations, mais avant, je voudrais vous rappeler que vous pouvez écrire vos commentaires et vos questions, notamment dans la case de questions-réponses. Donc, Marissa et Amy ont parlé de plusieurs aspects de notre activité dans la région, comme les IFI ont une responsabilité à assumer. Nous avons inclus plusieurs recommandations pour les IFI et les IAM. Tout d'abord, il faut
Pour ce qui est du fait de traiter et d'atténuer les risques de représailles au moyen de directives, de protocoles et de formation, il faut adopter des politiques de zéro tolérance. Il faudra y avoir également des formations continues sur la façon de lutter contre les représailles. Il devra y avoir également des directives mises en œuvre. Le personnel des banques et des IAM doivent être correctement formés pour gérer les représailles. Pour ce qui est du fait de veiller à ce que les procédures des IAM soient efficaces et équitables en apportant un financement direct aux communautés, nous avons parlé du fait d'accorder un financement direct et immédiat aux communautés. Nous recommandons également que les IAM puissent écouter, entendre les attentes des communautés, allouer les ressources nécessaires. Il est très important pour les communautés également et les personnes concernées de prendre une décision éclairée quant à la déposition des plaintes. Pour ce qui est des consultations également et de la divulgation, il est très important de pouvoir engager les personnes concernées, les sociétés civiles, les communautés locales. Les banques et l'AM devaient adopter des mesures qui aident à inclure les communautés locales, les membres de ces communautés locales dans la prise de décision, qu'il y ait des consultations communes, qu'il y ait également des réunions qui sont organisées à l'avance. Pour ce qui est des barrières de la langue, Amy en a déjà parlé. Il est très important que les documents soient disponibles dans la langue, dans une langue comprise par les personnes concernées. Il est très important également d'avoir des conseillers qui puissent parler la langue de la communauté locale et des personnes concernées. Les documents doivent être traduits et doivent être accessibles et expliquer clairement les procédures de plainte et de dépôt de plainte. Les réunions doivent être également interprétées vers les langues pertinentes. Pour ce qui est des mandats, il est très important de savoir quel est le mandat des banques. Il est très important d'avoir des mandats clairs de la politique des IAM pour mener des actions de sensibilisation également. Il est très important également de pouvoir s'assurer que toutes les communautés concernées peuvent avoir accès au mécanisme de dépôt de plainte. Des fonds doivent être également établis au sein des banques. Donc, des fins de recours dans les budgets doivent être alloués également. Il est très important de savoir comment les différentes compagnies fonctionnent, comment la banque fonctionne, les banques fonctionnent, les IFI fonctionnent. Il est important de savoir, par exemple, s'il y a eu des violations, par exemple, relatives à la corruption ou autres. The debarment, meaning like the institution will not deal with this client for certain number. Les réglementations doivent être claires et les mesures prises contre ces violations doivent être également claires. Il y a des engagements clairs dans le domaine de l'environnement et cela affecte les personnes concernées. C'est pourquoi les mécanismes de conformité devraient demander des comptes aux institutions, mais également aux clients. Les institutions protègent les clients en général. Ce sont les clients qui sont les plus importants pour les affaires. Et c'est pourquoi c'est l'aspect financier
important than people's qui lives. prévaut And this would be okay que if it l'argent est peut-être plus important que l'impact que les actions ont sur les gens, sur les personnes. So our recommendation is like these Donc, institutions should treat the violation les institutions devraient traiter les violations in the agreement aux engagements sociaux, environnementaux, tout comme les violations financières, si nous pouvons le dire. Thank you so much, Amy. We will now move to our discussion section of this webinar. Nous allons passer maintenant Use the raise hand function. aux discussions. Vous pouvez lever votre main pour prendre la parole. I believe she will ask you to unmute yourself and you can raise your question live. Madigan, ma collègue, va vous aider à ouvrir votre micro. Si vous préférez poser votre question, vous pouvez l'écrire dans la case discussion ou dans la case de questions-réponses, même de façon anonyme. Je pense que Rajia a une question. سوري أنا ما عملتش unmute صح؟ أعتقد إن تعديل الصلاحيات of the CEO Je pense هي أهم qu'il est très important d'amender les prérogatives des PDG. Il devrait y avoir également des délais bien spécifiques. Donc, nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Il devrait y avoir des délais bien précis, des prérogatives plutôt limitées des PDG. Et il faudrait qu'il y ait des mesures contraignantes, donc une obligation de respecter les résultats des rapports. Il faut qu'il y ait vraiment également des indemnités. Si jamais des erreurs ont été commises, les personnes ont été affectées par ces erreurs. Et l'AFC donc serait considérée comme étant une des entités qui a contribué à ces dommages, donc à ces erreurs commises. Des personnes ont perdu leur vie, ont été affectées de façon directe. Plusieurs personnes ont été affectées sur le plan sanitaire. Donc, des mesures doivent être prises. Pour ce qui est également de la tolérance zéro, donc adopter des politiques de zéro tolérance. Je pense que dans notre région, les personnes n'en finiront jamais avec les représailles. Même si un activiste est pacifique et travaille dans ce domaine, il se peut qu'il soit accusé d'utiliser de la drogue. Il se peut que cette personne soit détenue, arrêtée. Donc, il y a plusieurs formes de représailles, de pression exercée que vous ne pouvez pas imaginer. Et il serait vraiment difficile de prouver que cela ait lieu à cause de la plainte. C'est pourquoi il est important de trouver une alternative à la politique de zéro tolérance. On parle de processus anonymisé, donc de ne pas mentionner les noms, mais cela n'est pas suffisant parce que les leaders de la communauté sont connus. Donc, tout le monde connaît qui sont les personnes dans les communautés locales, dans la société civile, qui aident à déposer les plaintes et il y aura des représailles contre ces personnes-là. Nous devons penser à des mesures préventives à prendre. Je ne sais pas quoi exactement, mais des mesures préventives doivent être prises. L'AFC pourrait peut-être tenir des réunions, ou devra tenir des réunions dans la région dans laquelle un projet sera financé. Je ne sais pas, je n'ai vraiment pas d'idée.
Mais il ne suffit pas de parler de la politique de zéro tolérance et du fait de parler de déposer des plaintes de façon anonyme, pardon, parce que ces mesures sont vraiment inefficaces. Des représailles, les personnes souffrent de représailles, des rumeurs sont colportées contre elles, Thank you elles sont for détenues. sharing, and yeah, we Merci, Rajia. we do agree that zero tolerance policies are C'est vrai, les politiques de zéro tolérance ne sont pas suffisantes. C'est un début, mais nous avons besoin davantage de mesures préventives pour nous attaquer vraiment aux risques essentiels auxquels les sociétés civiles et les communautés font face. Plusieurs autres questions ont été formulées dans la case de questions-réponses. Pour ce qui est des IFI, des mécanismes de redevabilité indépendants, les organisations de la société civile, où est-ce que nous pouvons trouver davantage d'informations sur les recommandations? Nous avons déjà publié un rapport en ligne qui est disponible sur notre site Web et même ce rapport est disponible en arabe. Nous avons une section dédiée à toutes les recommandations que nous avons collectées. Le rapport également peut être téléchargé et sera traduit en français. Nous espérons que vous pourriez consulter nos recommandations. Pour ce qui est des informations additionnelles sur les IFI, les mécanismes de redevabilité indépendants et autres, plusieurs informations sont disponibles. Chaque IAM en général a des sites web clairement définis et des mécanismes clairement définis. Les processus sont en général différents pour chaque IAM. Quelques mécanismes, par exemple, revoient seulement les complaintes, d'autres revoient les complètes et les traitent. En tout cas, nous avons développé un guide et nous allons mettre en lien toutes ces ressources pour que vous puissiez accéder à ce guide dans la case de discussion, pour que vous puissiez savoir comment accéder aux différents mécanismes. Autre question. Quelles sont les alternatives qui existent pour les personnes qui sont affectées et les alternatives au soutien des OASC qui décident de ne pas passer par les IAM à cause des multiples barrières et obstacles. Lors de notre présentation, nous avons parlé des alternatives très limitées aux IAM. Les communautés font face aux différents problèmes dans la région, notamment les longues procédures, parfois l'incapacité de déposer des plaintes, la décision politique, le fait que plusieurs mécanismes ne sont pas accessibles pour beaucoup de personnes. Donc, en général, ces mécanismes sont le dernier et l'unique recours des communautés. Nous avons un exemple de la région d'un projet que les communautés ont réussi à suspendre à cause de leur campagne ou grâce à leur campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Donc, nous devons apprendre comment également pouvoir lancer des campagnes de plaidoyer réussies qui sont parfois plus importantes que les autres mécanismes. Si vous préférez poser vos questions de façon anonyme, vous pouvez me poser les questions à Amy, à Rajia, Marissa, à Madigana, moi-même, en nous envoyant un courrier électronique. Donc, vous connaissez notre adresse email et vous pourriez nous poser les questions, donc même de façon anonyme si vous le voulez.
Nous allons partager avec vous les enregistrements de cette séance et vous pouvez nous poser toujours des questions si jamais vous en avez. Vous pouvez nous envoyer donc des courriers électroniques. Et nous aurons vraiment le plaisir de répondre à toutes vos questions en tant I appreciate que Merci. Je vous remercie du travail que vous êtes en train d'effectuer. Nous avons vraiment besoin de votre travail et du travail que vous êtes en train d'effectuer. Merci, Raja. Nous apprécions également grandement le travail que vous effectuez. All right, well, that brings us to the hour. So again, thank you so much for joining us today. Voilà, merci. Je vous remercie de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Nous avons vraiment hâte de poursuivre la discussion de ce sujet Bye. avec vous prochainement. Merci. Au revoir.